Bonjour chère Brigitte. Alexandre Bompard, le président et directeur général du groupe Carrefour, Guillaume Bory, le directeur général d'AXA France, Christian Gaulier, directeur de la Toulouse Schools of Economics, Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie, Alexandra Palt, la présidente du WWF France, sont vos invités. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Sur le central, s'il vous plaît, on va vous demander un peu de silence pour que le débat puisse se poursuivre. Chère Brigitte, merci cette année encore de venir modérer. On a hâte de vous écouter avec vos super invités. C'est parti. Merci Nicolas, merci à tous d'être là et ravi d'être avec vous effectivement pour cette rencontre des entrepreneurs de France 2025 à la REF. Merci à nos intervenants qui ont accepté aussi de venir débattre devant vous pour cette table ronde où le thème retenu a été qui peut ou qui veut encore verdir le monde. Alors c'est un vaste sujet en effet au moment où les politiques climatiques conduiraient à une hausse de 9% des émissions d'ici à 2030. Alors qu'une réduction de moitié est nécessaire pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. C'est même la neutralité carbone qui est fixée à l'horizon 2050 et l'arrêt des voitures thermiques en Europe en 2035. Les objectifs qui ont été fixés par les accords de Paris en 2015 sont ambitieux, vous le savez, ils sont même très ambitieux et ils ont un coût mobiliser 100 milliards par an. Alors ils incombent une responsabilité aux États, aux individus, mais aussi aux chefs d'entreprise qui sont avec nous aujourd'hui. Alors comment supporter ce coût ? Comment parvenez-vous à concilier transition écologique, énergétique et compétitivité prix pour un consommateur qui est parfois paradoxal ? À l'heure du backlash écologique et de la dénonciation des accords de Paris par les États-Unis, comment les entreprises font-elles face ? Et puis, on ne peut pas totalement laisser sous silence une situation politique nouvelle, chaotique, incertaine, avec un vote de confiance qui aura lieu le 8 septembre prochain à l'Assemblée nationale et qui va peut-être avoir quelques effets sur votre business et peut-être, vous nous le direz, sur le financement de cette transition. C'est tout cela que nous allons voir ensemble. Merci Christian Gaulier d'être avec nous, Catherine MacGregor, Alexandre Bompard, Alexandra Palt et Guillaume Bory. Alexandra Palt, on va commencer directement dans le vif du sujet avec vous, puisque le thème de cette table ronde, on le rappelle, qui peut ou veut encore verdir le monde. Alors, pour préparer cette table ronde, eh bien, on s'est parlé et la première chose que vous m'avez dite, c'est la question est mal posée. Pourquoi la question est mal posée ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, je souhaite quand même exprimer un remerciement parce qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits où on a un dialogue contradictoire. Et c'est vrai que il y a plein de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et donc, merci d'engager un débat qui ne se veut pas polémique mais constructif. Donc en effet, je ne suis pas du tout d'accord avec la question parce qu'elle laisse entendre que c'est un choix. Alors on veut verdir ou pas. Aujourd'hui, là où on a une vraie incompréhension, je pense collective pour beaucoup d'entre nous, c'est que la nature a déjà pris la main sur l'histoire. Nous sommes encore là à nous dire c'est l'idéologie, c'est les opinions des uns et des autres, c'est le fantasme de toute puissance de certains dirigeants dans d'autres contrées qui va réguler ce monde. La réalité, et on l'a vu cet été, donc qui peut encore avoir un doute que la nature a pris la main sur l'histoire, sur notre histoire individuelle, nos destins individuels, notre santé. On le voit tous les jours, sur notre histoire collective aussi, le patrimoine, l'économie, notre sécurité, la géopolitique, nos ressources. Donc l'histoire la réalité montre que la nature a pris la main. Mais il y a un autre sujet qui ne va pas avec cette question, c'est qu'on l'isole. On dit, on va faire une table ronde sur le verdissement de l'économie, comme si c'était un sujet à part, qu'on peut traiter à part. L'écologie et la lutte contre le réchauffement climatique, et comme l'adaptation, c'est nos conditions de vie.
est maintenant nos conditions de survie dont on parle et aussi des conditions d'exercice de toute activité économique. Donc, de l'isoler comme ça, c'est très erroné. Et quand on dit oui, on est quand même pour la décarbonation, mais pas complètement, et les règles, etc. Bon, moi, bien sûr, dans le rôle qui est le mien, je suis fortement opposée à cette opinion. Et donc, je pense que c'est vraiment important aussi de voir, quand on parle de sujet, vous avez évoqué le coût, et je sais que d'autres vont en parler, mais il faut réfléchir surtout au coût de l'inaction. C'est-à-dire le coût de l'inaction aujourd'hui, ne pas faire, ne pas prendre toute l'ampleur du sujet, avec toute sa dimension, avec l'intensité, l'investissement qu'il faut, c'est nous condamner, et ce n'est pas une activiste d'ONG qui dit ça, c'est la Banque mondiale, c'est l'économiste du Trésor, c'est BCG, tous ces gens, on peut difficilement le taxer d'être des gauchistes totalement éloignés de la réalité. Ils disent, on parle quand même de 5% de PIB par an, de 15 à 25% dans les prochaines 20 ans qu'on va perdre. Donc, on parle de votre patrimoine qui est en danger, qui va perdre sa valeur, etc. Donc, du coup, c'est vrai, c'est la question, peut-on veut-on verdir l'économie, même si, autant qu'ancienne L'Oréal, je comprends l'intérêt marketing de la question pour la poser un peu comme ça, mais elle montre quand même à quel point on a isolé le sujet, et les écologistes aussi. Et là, nous aussi, on porte une responsabilité de le relier à la vie de nos concitoyens, des entreprises, de tout le monde. Il y a le coût de la transition, il y a le coût de l'inaction, vous en avez parlé, Alexandra Palt. On va poursuivre avec vous, Christian Gaulier, sur effectivement cette urgence écologique et cette transition qui est engagée maintenant. Les entreprises tentent de concilier un petit peu l'impossible quand on regarde, c'est-à-dire à la fois transformer leur modèle, mais aussi rester compétitives et proposer des prix accessibles aux consommateurs. Ça paraît être très compliqué. Est-ce que c'est possible selon vous et à quel prix ? Alors c'est possible, c'est indispensable. Alexandra a totalement raison, d'un point de vue de la morale, il n'y a pas de choix, étant donné l'importance des dommages climatiques qu'on peut anticiper demain, dans 10 ans, dans 200 ans, dans 500 ans, notre responsabilité est engagée. On émet environ 400 millions de tonnes de CO2 par an en France. Les économistes pensent que chaque tonne de CO2 est responsable d'un flux de dommages dont la valeur actualisée est autour de 250 € par tonne. Donc vous faites la multiplication. La France est responsable chaque année. La France, les Français sont responsables de 100 milliards de dommages en valeur actualisée, mais qui vont s'étaler sur des siècles et pour l'ensemble de l'humanité. Le problème que j'ai avec le discours d'Alexandra, c'est que néanmoins, et votre question est évidemment complètement claire là-dessus, néanmoins, nous avons un choix. J'ai à faire un choix ce soir de prendre le train ou l'avion pour retourner à Toulouse. J'ai le choix de prendre mon vélo demain pour aller à mon bureau. Votre entreprise a le choix de décarboner ou pas décarboner. La France a le choix d'abandonner sa politique, son ambitieuse politique scientifique ou pas, climatique ou pas. Voilà, nous concrètement, si moralement nous n'avons pas le choix, individuellement, collectivement, au niveau des entreprises, nous avons de multiples choix à faire. Et le problème est, alors il y a plein de problèmes associés à ça, que devons-nous faire face à cette responsabilité morale que nous avons envers les générations futures? J'ai 3 dénis. Aujourd'hui, je pense qu'en France et dans le monde, il y a 3 dénis qui rendent ces choix particulièrement délicats. Le premier déni, c'est celui d'absence de compréhension d'une responsabilité individuelle. Quand on pense changement climatique, on pense aux entreprises, on pense aux États, on pense aux négociations internationales, mais on oublie que quand vous prenez votre voiture pour vous rendre au boulot, si vous avez une voiture thermique, vous allez émettre quelques kilos de CO2 et vous contribuez au changement climatique. Donc les 100 milliards dont j'ai parlé tout à l'heure de valeur actualisée de dommages, vous divisez ça par je ne sais pas combien de millions, dizaines de millions de Français, vous arrivez à une responsabilité individuelle
entre 2 000 et 3 000 euros par Français. Donc ça, c'est le premier problème. On est tous d'accord pour dire qu'il y a un vrai lien entre nos émissions de CO2 et le changement climatique, mais on est incapable de reconnaître que, de regarder son nombril et de constater que j'ai une responsabilité en tant que consommateur, en tant que citoyen, en tant qu'investisseur. J'ai une responsabilité dans le changement climatique. Premier déni. Deuxième déni, c'est celui des coûts. Si effectivement il y a un coût à l'inaction, il est important. J'ai cité 250 € par tonne de CO2. Il y a aussi un coût à l'action. Et ces coûts sont assez radicalement niés dans le débat public. Enfin, c'est très rare quand on parle d'une action de décarbonation type MaPrimeRénov', c'est très rare qu'on mette sur la table ce que ça représente comme coût pour la nation, pour le pouvoir d'achat des Français par tonne de CO2 évité. Je vous donne juste un exemple. Je pense, après les calculs et les contacts que j'ai avec les entreprises, décarboner l'acier, qui représente 8% des émissions mondiales, décarboner l'acier va doubler le coût de l'acier. Qui aujourd'hui est prêt à acheter un acier à un prix 2 fois plus élevé que celui qui est prévu actuellement? Je pense qu'il n'y a pas grand nombre et c'est une responsabilité des consommateurs. Si les consommateurs étaient prêts parce qu'ils réalisaient qu'ils sont responsables d'émissions de CO2 quand ils achètent de l'acier, eh bien, on n'aurait pas de problème dans la sidérurgie pour passer à un acier décarboné. Voilà. Et on peut démultiplier les exemples. En fait, quand vous regardez, il y a très très peu d'exemples de grands gestes d'investissement et de petits gestes des consommateurs dont le coût de décarbonation est négatif. Ils sont positifs et ils sont relativement élevés. Et puis, troisième déni, alors ces deux dénis-là, ils créent un vrai problème de notre démocratie, parce que quand les gens ne comprennent pas qu'ils ont une responsabilité individuelle et qu'ils ne comprennent pas que pour répondre à cette responsabilité individuelle, il va falloir faire des sacrifices, évidemment qu'ils vont voter pour des partis qui ne leur demandent aucun sacrifice, parce qu'ils ne voient pas pourquoi ils devraient faire des sacrifices, étant donné qu'il n'y a pas de problème. Et puis, le troisième déni, c'est un déni pour les entreprises. Je pense que nous avons un énorme problème aujourd'hui. Nous avons compris qu'on a un problème collectif, un problème individuel, mais on n'a aucune idée, et on a des défaillances radicales. Notre démocratie libérale, elle est en situation de défaillance radicale et le changement climatique en est l'illustration parfaite. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de débat sur comment transformer notre démocratie libérale pour que ce système de vivre ensemble, pour les entreprises, pour les consommateurs, pour les électeurs, pour les investisseurs, que ce nouveau système alternatif soit, lui, capable de répondre aux défis climatiques, parce que ce n'est pas, si c'est une responsabilité individuelle, il faut transformer les règles. Vous, tout seul, vous ne pouvez rien faire, en particulier une entreprise qui est en situation concurrentielle, eh bien, si elle accepte de décarboner, elle va devoir affronter des coûts plus importants, et si vous êtes dans le secteur sidérurgique et vous fabriquez de l'acier décarboné, vous aurez des prix 2 fois plus élevés avec vos concurrents, vous serez responsable, mais vous serez mort et ça n'apportera rien au bien de l'humanité. On poursuit avec vous, Catherine MacGregor. Face au dérèglement climatique, eh bien, les entreprises s'adaptent. Mais chez Engie, on peut le dire, la transition énergétique, elle est véritablement au cœur de votre métier. Alors, si on rebondit sur ce qu'a dit Christian Gaulier, est-ce que vous avez l'impression d'être dans le déni? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir le choix? Vous allez nous le dire. Et quels sont les enjeux et les défis que vous relevez pour mener à bien cette transformation dans un contexte qui est quand même assez compliqué, on le rappelle, géopolitique, international, de guerre commerciale aussi troublée? Oui, alors en 3 minutes pour lister tous les défis et les enjeux qu'on doit affronter, on doit relever chez Engie, c'est vraiment compliqué, mais peut-être je vais en choisir un ou deux. Alors d'abord, effectivement, vous l'avez rappelé, chez Engie, on a la chance d'avoir finalement adapté notre modèle d'affaires et création de valeur avec principalement tout ce qui fait la transition énergétique, avec une vue assez pragmatique. Il faut électrifier beaucoup les usages, et donc ça veut dire qu'il faut que Engie soit très impliqué dans la production avec beaucoup de renouvelables, du stockage, les infrastructures, mais qu'on va aussi avoir besoin de la molécule, dans le gaz, qu'il faut décarboner, et donc on a cette idée d'association entre l'électron et la molécule. On a aussi un modèle d'affaires qui est assez résilient, pardon, le mot est galvaudé, mais avec
une empreinte géographique assez diversifiée qui nous permet, au gré des fluctuations géopolitiques et de l'incertitude politique qu'on peut voir augmenter ou décroître dans les pays, on adapte un petit peu nos allocations des capitaux. On est avant tout un investisseur chez Engie. Et donc, ça nous permet effectivement de continuer à créer de la valeur, à générer des cash flows, de la trésorerie qui nous permet d'investir aujourd'hui environ 10 millions d'euros par an, principalement en vaste majorité dans la transition énergétique. Et de manière vraiment très enthousiaste pour un chef d'entreprise, ça inscrit notre entreprise dans l'avenir, dans le futur, et je pense que c'est très, très enthousiasmant. Après, pour faire ça, clairement, il nous faut, et ce n'est pas une surprise, de la stabilité, un cadre. Et on a ça dans beaucoup de pays. On a par exemple en Inde, voilà, en Inde, 2030, ils veulent installer 500 gigawatts et ils y vont à fond. Ils se donnent les moyens. La Chine, ils sont incroyables, les renouvelables. 212 gigawatts rajoutés au premier semestre pour, pardon, moi je parle toujours en gigawatts, mais en France on est à 56 gigawatts, toutes technologies confondues. Et ben eux, ils ont ajouté 212 gigawatts de solaire au premier semestre. Voilà, ça c'est la Chine. Et ils ne font pas ça que pour des raisons climatiques, by the way, la Chine. Parce qu'ils rajoutent également beaucoup de charbon. Et le charbon, c'est quand même ce qu'il y a de pire comme technologie. Ils le font pour des raisons de compétitivité. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que maintenant, je vais arriver à la France et la situation française. Vous avez vu qu'aujourd'hui, la France n'a pas de politique énergétique. Nous n'avons pas réussi à voter une PPE, pourtant tellement débattue. Ça fait 4 ans qu'on en parle. Et cette PPE, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est une politique énergétique, voilà. Donc déjà, elle reconnaît que l'énergie, c'est un sujet de long terme, et donc il faut l'inscrire dans le long terme. Donc ça, je pense que tout le monde est un petit peu d'accord. Et cette PPE, elle dit, en fait, discours de Belfort 2022, la France va se décarboner en utilisant tous les leviers de décarbonation. Et donc, on va développer toutes les technologies. On va relancer le nucléaire et on va développer à fond le renouvelable également. Et puis le biométhane et la géothermie, etc., etc. Donc, on va utiliser tous les leviers. En anglais, et pour un entrepreneur, le no regret, ça nous dit quand même quelque chose, ça nous parle. Et cette PPE, elle a été franchement torpillée cette année pour des raisons, moi, qui me cessent de me stupéfier, parce que quand je voyage et que je rencontre les élus, et j'en ai rencontré encore aujourd'hui, de tous bords, ils sont à fond derrière ces projets de renouvelables. Pourquoi ? À cause des retombées positives locales, les emplois, les retombées fiscales, les activités, et parfois même, cet été, peut-être vous, certains d'entre vous l'avez vu, du tourisme industriel. Oui, l'éolien offshore, ça peut devenir du tourisme industriel. Les élus, tous bords confondus, ils sont derrière ces projets, ils les sponsorisent. Et d'ailleurs, je les remercie parce que parfois, il faut faire preuve de courage. Alors pourquoi pas de PPE? Eh bien, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une campagne anti-éolienne extrêmement forte. Il y a un chiffre qui a fait la une d'un journal national, 300 milliards d'euros, que coûterait le renouvelable pendant 10 ans à l'État. 300 milliards d'euros. Ce chiffre est tellement énorme. Honnêtement, si on faisait la comptabilité dans nos entreprises avec les méthodologies appliquées pour arriver à ces 300 milliards, on serait comme chez Enron. Pardon. Donc moi, j'ai demandé à mes équipes, mais d'où sortent-ils ces 300 milliards? On les a épluchés et on les a décomposés. Distribution, transport, soutien aux renouvelables. On les a tournés dans tous les sens sur cette période de 10 ans. Au mieux, on est à 50 milliards. Et ces 300 milliards, je me suis posé la question, mais pourquoi personne ne dit rien? Vous savez pourquoi? Parce que quand les chiffres sont tellement énormes, quand les fake news sont tellement énormes, le rationnel, il est tétanisé. Et cette tétanie, elle nous menace tous face aux fake news qu'on voit émerger. Et je pense qu'on a une responsabilité. Et tous dans cette salle, que vous êtes entrepreneurs, s'il vous plaît, quand vous avez un chiffre comme ça, ne le reprenez pas sans avoir vérifié le bon fondement de ces chiffres. Parce que des gens chez Engie, ils sont juste tétanisés. Donc nous, on va s'exprimer, on va les démonter. Mais voilà, donc le point, c'est qu'aujourd'hui, cette PPE, elle aurait dû exister, elle était importante. Je pense qu'il y avait une vraie volonté de la passer par le gouvernement. Il y a eu ce mouvement anti-éolien.
je voudrais rappeler les résultats du sondage. Mais est-ce que l'absence de PPE, elle vous empêche aujourd'hui d'avancer? Elle vous empêche de faire cette transition comme vous le voudriez? C'est très compliqué pour les filières, c'est très compliqué quand on parle de moratoire, parce que le contrepoids de l'absence de cette PPE, c'est qu'il y a eu un débat quand même et une volonté poussée par certains politiques de faire un moratoire. Alors là encore, je parle aux entrepreneurs. Hein. Est-ce qu'on met en pause une filière industrielle? Est-ce que c'est pas le meilleur moyen de tuer une filière industrielle que de dire on va s'arrêter pendant 2 ans, surtout quand elle est naissante, hein, elle est en train d'émerger. Elle est en train d'émerger, on va la mettre sur pause pendant quelques années. C'est n'importe quoi. C'est le meilleur moyen de tuer. Peut-être un message à l'attention de Bruno Retailleau. Merci Catherine MacGregor. Guillaume Bory, je voudrais vous entendre sur l'urgence de cette transition écologique, puisque vous la vivez et vous la constatez de très près avec des sinistres qui sont plus importants, qui sont plus fréquents, mais aussi plus précoces. Alors comment vous accompagnez les entreprises et les particuliers tout en préservant la rentabilité ? Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour votre invitation sur un sujet qui est évidemment absolument central pour l'industrie de l'assurance, comme vous l'avez très bien dit, et sur lequel c'est très clair, je peux que confirmer ce qui a été dit auparavant, c'est une réalité, le changement climatique est une réalité et l'augmentation des catastrophes naturelles est une réalité que désormais on vit au quotidien. Bon, 2 chiffres très basiques. En 25 ans maintenant, entre 2000 et aujourd'hui, le coût des catastrophes climatiques en France a doublé et selon les estimations que nous avons faites, il triplera à nouveau entre 2025 et 2050. Donc il y a une augmentation extrêmement forte du coût des sinistres climatiques. C'est une réalité et c'est une réalité qui s'impose à tous. Ça, c'est la première chose qu'on voit. Dans cette augmentation, ce qui est aussi extrêmement clair et qui a peut-être un peu déjoué certaines des estimations ou des prévisions qui avaient été faites au départ, c'est qu'il y a certes une augmentation de la sévérité, c'est-à-dire certains événements spectaculaires, qui sont ceux qui font régulièrement la une des médias, mais en fait, pas tant que ça. Il n'y a pas beaucoup plus d'événements authentiquement catastrophiques que ce qu'on avait dans les décennies précédentes. En revanche, ce qui a énormément changé, c'est la fréquence des petits épisodes climatiques, d'endroits très localisés sur lesquels il y a des incidents répétés. Et ça, c'est extrêmement net, avec un coût qui est exponentiel aujourd'hui et qui peut frapper partout sur les territoires. Donc ça, c'est le premier enseignement de ce que nous voyons, nous, en tant qu'assureurs, qui avons, j'allais dire, le privilège, si j'ose dire, d'être sur un poste d'observation avancé sur ces questions. La deuxième chose qu'on voit, c'est que c'est évidemment un phénomène mondial, totalement global, mais qui a des implications locales qui exigent des réponses très différenciées. Vous ne pouvez pas répondre à l'enjeu des catastrophes naturelles et du changement climatique de la même façon selon que vous traitez le sujet du trait de côte en Bretagne ou le sujet des catastrophes climatiques dans les Alpes. C'est évidemment pas les mêmes situations, pas les mêmes réalités physiques, pas les mêmes mesures qu'il faut mettre en œuvre. Et ça m'amène au troisième constat qui est extrêmement intéressant pour nous si on veut parler des solutions, de ce qu'on peut faire face à cette réalité. C'est que désormais, nous avons suffisamment de recul pour pouvoir dire qu'il y a une différence entre les territoires sur lesquels des choses ont été faites et les territoires dans lesquels rien n'a été fait. Donc c'est le coût de l'inaction dont on parlait tout à l'heure. Et c'est le coût de l'inaction, c'est le chiffrage du coût de l'inaction. Alors, je vais peut-être l'illustrer par des exemples positifs, mais on peut aborder aussi un ou deux cas plus négatifs. Mais dans des exemples positifs, j'en donnerai 2 parce que je pense qu'ils sont très évocateurs. Tout le monde, ou presque, se souvient de l'ouragan Katrina 2005 aux États-Unis, qui fait des dégâts considérables, notamment en Floride et aux alentours. Le même ouragan à peu près s'est reproduit en 2022, et a suivi une trajectoire à peu près similaire avec la même intensité. Coût de cet événement 4 fois inférieur en 2022, les victimes aussi bien moins importantes en 2022. Que s'est-il passé entre-temps? Une action très déterminée pour revoir le bâti, pour revoir les politiques de prévention. Ça ne s'applique pas qu'aux États-Unis. Vous vous souvenez sans doute, il y a bientôt 2 ans, en octobre 2023,
de 2 tempêtes successives qui ont traversé la France, Ciarán et Domingos, principalement le nord de la France. Ciarán en octobre 2023, sur la Bretagne, c'est quasiment les mêmes caractéristiques que la tempête Lothar et Martin de décembre 99 dont tout le monde se souvient, qui est une tempête qui avait dévasté la moitié du territoire, mais sur la Bretagne, c'est les mêmes caractéristiques entre les 2 épisodes, décembre 99, octobre 2023. Coût des dommages divisé par 10, aucune victime en Bretagne, heureusement, en octobre 2023, quand il y en avait eu plusieurs dizaines en décembre 99. Là aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Activation de 3 leviers majeurs, et j'en viens là. Premièrement, la prévention que j'appelle la prévention de crise. Prévenir les gens qu'un épisode va se produire, ça fait une différence. On a beaucoup plus prévenu en 2022 qu'on l'avait fait en 99. Deuxièmement, la prévention individuelle. Et là, je rejoins totalement ce que Christian Gaulier disait tout à l'heure. Il y a une responsabilité individuelle de choisir, d'adapter, oui ou non, son bâti. Alors après, on vient sur comment on incite les gens à le faire. Mais déjà, il faut partir du point de départ. Si votre toit, il est fait différemment avec des tuiles différentes, une toiture différente, vous n'avez pas le même impact au passage de la tempête que si vous êtes toujours sur les techniques de construction des années 70. Donc il y a un rôle individuel et en Bretagne, une politique très efficace mise en place par les élus locaux avait été conduite pour changer les toitures. Ça a eu un impact très concret. Et puis enfin, il y a la prévention sociétale, c'est-à-dire la prise de conscience collective, tout ce qu'on peut faire en tant qu'assureur. Derrière notre fédération, on fait énormément de choses pour mieux sensibiliser l'ensemble des Français au risque climatique et à ce qu'ils peuvent faire. Une fois qu'on a dit tout ça, et j'en conclus par là, il faut qu'on traduise ça dans la réalité. Et la réalité, c'est que le meilleur instrument que nous avons pour savoir si oui ou non les bonnes choses sont faites, ça reste le prix de la couverture assurantielle. Et c'est pour ça que, singulièrement chez AXA, on se bat pour maintenir un marché de l'assurance concurrentiel, compétitif. Les couvertures assurantielles en France sont parmi les plus abordables de toute l'Europe. Donc il y a une concurrence qui fonctionne. Et dans ce marché concurrentiel compétitif, qu'est-ce qui compte? C'est le prix. Et vous ne m'enlèverez pas de l'idée que, je parle à des chefs d'entreprise, un chef d'entreprise comprend très bien pourquoi, s'il installe son usine dans telle zone plutôt que dans telle zone, eh ben, ce n'est pas le même coût de l'assurance parce que ce n'est pas soumis au même risque naturel. Si vous voulez développer patrimonialement votre entreprise, personne n'a envie de se localiser dans un endroit où il a la certitude qu'il va être soumis à une catastrophe climatique tous les 2 ans. Si les assureurs n'envoient pas ce signal prix, alors on renonce à exercer notre esprit de responsabilité pour dire aux acteurs économiques, voilà ce qui se passe dans le territoire dans lequel vous êtes. Et donc il faut maintenir le fonctionnement de cette industrie avec une compétitivité bien organisée qui permet vraiment de dire là où sont les risques et ce qui peut être fait ensuite. Et d'assurer une concurrence qui permet de maintenir des prix les plus bas d'Europe, ce que vous nous dites. Alexandre Bompard, verdir et participer à la transition écologique, ça fait partie, c'est la raison sociale finalement de Carrefour. Comment vous l'appliquez et comment vous embarquez vos clients qui veulent à la fois manger sainement, bien sûr, mais tout en payant le moins cher possible, dans un contexte concurrentiel qu'on connaît? Comment vous arrivez à maintenir vos marges? Tout cela semble un peu relever de la quadrature du cercle. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis à la fois très heureux d'être ici pour participer à ce débat dont je trouve que le thème est très bien posé pour ma part. Et puis, je suis très heureux d'être ici. J'avoue qu'il y a 40 ans, je voulais venir ici plutôt au mois de mai avec une raquette et un short. Finalement, cette fin août, à l'université du MEDEF, la vie est facétieuse. Vous avez raison, il y a une quadrature du cercle dans ce sujet. Au fond, il y a une tension un peu irréconciliable entre à la fois une contrainte de pouvoir d'achat qui est là, qui se renforce et qui est très forte en ce moment, des défis environnementaux dont à la fois l'urgence et le coût ne cessent d'augmenter, et puis une filière agroalimentaire dont 2 au moins des acteurs sont en difficulté, les agriculteurs et les distributeurs, qui ne peuvent donc pas financer cette tension et résoudre même cette tension. Et cette tension, elle part même du consommateur. Moi, je constate depuis mon arrivée, en dépit des grandes positions de principe, que le consommateur, le client, il choisit toujours le prix.
toujours le prix. D'ailleurs, il ne le choisit pas, il le subit. Quand vous demandez à un client Carrefour qu'est-ce qu'il place en 1, le prix, avant tout autre sujet, à 80%. Donc ce sujet-là, il est incroyablement prégnant. Ça ne signifie pas qu'il n'est pas intéressé par la qualité alimentaire, par la transition environnementale. Ça ne signifie pas qu'il ne veut pas consommer des choses qui sont bonnes pour lui, bonnes pour la planète, etc. Mais le prix est toujours là. Ça veut dire que plus vert, c'est toujours moins cher. Si plus vert, ça veut dire plus cher, ça ne marche pas. Ça marche dans les enquêtes d'opinion pour faire chic. Mais ça ne marche pas dans la vraie vie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Plus vert, ça signifie forcément moins cher. Sinon, ce n'est pas. Alors, face à ça, on ne reste pas évidemment inactif. Notre rôle, nous, d'acteurs mondiaux de la distribution, c'est de tenter de la résoudre, cette contradiction-là. C'est de tenter de donner une réponse à cette équation. Vous avez raison, on a défini un cap qui est la transition alimentaire pour tous, un programme qui s'appelle Act for Food et des actions extraordinairement précises, quantifiées pour essayer d'avancer sur ces sujets-là. Sur la biodiversité, par exemple, on fait évidemment des choses avec le WWF, avec des sujets qui réconcilient bien pouvoir d'achat et protection de l'environnement. Les emballages, la réduction des emballages plastiques, c'est un sujet qui réconcilie bien. On a réduit de 30 000 tonnes nos emballages plastiques. Le gaspillage alimentaire, c'est le sujet qui résout le mieux la contradiction pouvoir d'achat, protection de l'environnement. On a des programmes extraordinairement précis, extraordinairement détaillés pour réduire le gaspillage alimentaire. Évidemment, tous les sujets autour des émissions CO2. Et puis, nous ne sommes pas seulement distributeurs, on est aussi producteurs. On a notre marque propre qui représente près de 40% du chiffre d'affaires des 100 milliards d'euros qu'on fait dans le monde. Et dans cette marque propre-là, les choix qu'on a faits, c'est des choix autour du bio. On est le leader mondial du bio. Un bio qui, par nature, pour rencontrer le client, doit être un bio moins cher. Et donc, par les volumes, il devient moins cher. On a fait des choix autour des produits très locaux. Plus c'est local, moins le coût environnemental est fort. Des circuits courts, des modes de consommation plus responsables, des entreprises comme C'est qui le patron qu'on a lancé et développé. Bref, des programmes qui conduisent par des actions très concrètes à essayer de résoudre cette contradiction-là. Et on le fait, j'allais dire, avec deux grands principes. D'abord, beaucoup de constance dans l'action et des objectifs très quantifiés, qui sont quantifiés, donnés au marché, et quelquefois on les atteint, quelquefois on ne les atteint pas, pour qu'on s'inscrive dans un engagement pluriannuel. Et puis, ça ne marche, ça ne fonctionne, ça ne donne des résultats que si vous embarquez, si vous emmenez l'ensemble de vos partenaires, l'ensemble des acteurs de la filière de la chaîne agroalimentaire, c'est-à-dire notamment les industriels agroalimentaires, autour de cet objectif de lancer avec eux des produits qui sont des produits qui marchent, qui fonctionnent, donc qui donnent de la rentabilité et dont on arrive à baisser les prix. Et puis des engagements que nous prenons ensemble, des engagements extra-financiers qu'on prend ensemble. On a pris récemment avec L'Oréal, on a pris récemment avec Coca-Cola, avec des engagements mondiaux sur ces sujets que je citais tout à l'heure de biodiversité, de plastique, d'emballage, etc., etc. Tout n'est pas parfait. On est très très loin d'atteindre les objectifs qu'on doit atteindre à horizon de 5 ans. On a beaucoup avancé, mais cette démarche-là, à la fois très quantifiée, très partenariale, elle donne ses fruits, elle ne les donne que parce qu'il y a de la constance dans l'action et parce qu'on est obsédé en permanence pour que ça marche pour le client, il faut que ce soit moins cher. Si c'est plus cher, c'est une pétition de principe. On va poursuivre, il nous reste un peu plus de 16 minutes, ça veut dire, si on divise par 5, des interventions assez courtes autour de 3 minutes. On reprend avec vous, Alexandra Pal, vous avez mis les pieds dans le plat au début de cette table ronde en disant c'est pas qui peut ou qui veut verdir le monde. On n'a pas le choix, c'est une nécessité. Vous avez entendu les chefs d'entreprise autour de vous qui viennent de s'exprimer, Alexandre Bompard, tous les chefs d'entreprise qui sont aussi là devant vous. Et pourtant, vous dites qu'il y a un problème de leadership. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Oui, parce que donc, je pense que c'est là où on sera peut-être à partir de maintenant encore moins d'accord, mais on voit quand même que, vu les enjeux,
qu'on rencontre aujourd'hui, qu'on n'a nulle part le leadership qu'il faut. Commençons par la politique. Je pense qu'il est évident que le dirigeant dont on aura besoin, qui sont des dirigeants qui peuvent dire face à ces enjeux-là, on doit tenter de nouveaux chemins, qu'on n'est pas forcément je dois être dans une posture d'humilité, je dois être dans une posture d'écoute de la science. Ces dirigeants politiques-là, actuellement, on ne les a pas ou ils n'ont pas beaucoup de succès. On est dans une idée de leadership politique qui est un exercice décomplexé, violente, prédatrice de la puissance. Et ce qu'il faut, c'est la coopération, c'est pas de vérité alternative, mais l'écoute de la science, etc. Donc, leadership fait un défaut terrible, mais je pense aussi, et c'est là aussi qu'on doit s'interroger, le mot responsabilité revient souvent. Quand on parle d'entreprise aussi, moi je me souviens, bien sûr, moi j'étais directrice responsabilité sociétale et environnementale, mais ce mot responsabilité, c'est quand même un peu un terme qui flotte, un peu métaphysique dans l'espace, tout le monde l'utilise, mais qu'est-ce que ça signifie? Aujourd'hui, est-ce combien des dirigeants d'entreprises, de grandes entreprises et d'autres entreprises, combien ont réellement ce sentiment, ce ressenti de porter une responsabilité éthique intime qui dépasse leur succès économique, qui dépasse leurs salariés, qui est une responsabilité ressentie pour l'environnement et peut-être même pour générations futures. Même juridiquement, mais on lit Hannah Arendt, Hans Jonas, tous les débats philosophiques sur la responsabilité, c'était toujours la génération présente, c'est maintenant autour de moi. Donc la question de génération future, elle n'est pas aussi simple de se sentir responsable. Et pourtant, à l'heure actuelle, on doit redéfinir ça. Le leadership que j'ai vu en entreprise, et il faut quand même rappeler que j'ai eu une expérience longue dans le monde économique, c'était un certain court terme. Il ne faut pas oublier, les dirigeants s'est évalués sur le court terme. On est dans marge, profit, on est jusqu'à dans les années 2020, c'était plus simple d'être dirigeant qu'aujourd'hui. C'était la maximisation de la certitude. On savait depuis 2020, on est dans des enjeux qui dépassent complètement la notion auxquels sont formés les gens HEC, ESSEC, etc. C'était un autre jeu. Maintenant, entre la polarisation de la société, les enjeux écologiques, les tensions, la géopolitique, etc., on rentre dans un moment où on a besoin de beaucoup, beaucoup plus de personnes qui servent quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et ça, je veux Bien sûr, je sais que dans la salle, vous êtes nombreux à penser que c'est le cas. Je sais que tout ce que les entreprises autour de la table ici font, mais ça ne suffit pas. On a besoin d'une génération de leaders politiques et économiques qui sait qu'il faut servir quelquefois au détriment de ses propres intérêts. Et pour vous donner un exemple concret, c'est tout le débat sur la législation. C'est-à-dire, il y a depuis 1972, on connaît le réchauffement climatique. Depuis 1972, on avait le temps de faire des initiatives, de projets volontaires. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on avait une CSRD parce que l'engagement n'était pas là. Donc maintenant, mettre toute son énergie contre les législations européennes n'est pas une bonne idée, sauf si on propose de passer d'une législation de moyens à une législation de résultats simplifiée. Et là, on ne pourra que se réjouir. Donc il faut quand même des normes, selon vous, et quand même une législation cadrée. Christian Gaulier, il y a de nombreuses actions qui ont été entreprises, notamment par la société, initiées par les politiques. On peut parler du bonus écologique, on peut parler de MaPrimeRénov', la directive CSRD, notamment pour rendre plus transparente et qu'il y ait un reporting meilleur des entreprises. Est-ce que ça, c'est efficace, selon vous? Et est-ce que ça peut permettre d'entraîner producteurs et consommateurs vers un chemin qui serait plus vertueux?
En tout cas, moi je voudrais commencer par dire qu'on a un débat qui est assez passionnant et qui est assez nouveau, parce qu'il me semble que dans les années 2000 et 2010, on avait une ambiance à yaka, responsabilité individuelle, il suffit de faire appel à la morale des gens, qu'on va y arriver. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a réalisé qu'il faut faire plus que ça. Alors, la question fondamentale qui reste posée et sur laquelle il n'y a pas vraiment d'accord, et d'ailleurs ça crée un stress sociétal considérable, comment organiser aujourd'hui la société pour répondre aux défis climatiques. Moi je suis un peu stressé parce que je vois en particulier en France une volonté assez colbertiste qui est on va demander à l'État de micromanager la transition énergétique. On va faire des normes, on va faire des interdits, on va interdire les chaufferettes sur les terrasses des cafés, c'est très bien par ailleurs parce qu'effectivement c'est une folie. Mais voilà, j'ai l'impression parfois que sur ce débat sur le changement climatique, on est, et Catherine l'a bien dit tout à l'heure, on est dans un relativisme intégral où n'importe qui peut dire n'importe quoi sans être pris, alors que quand même il y a des réalités physiques, il y a des réalités technologiques, il y a des réalités scientifiques qui sont liées. Et donc moi j'ai parfois l'impression qu'on revient à ce débat des années 60 et 50, quel est le mérite relatif de l'économie planifiée, micromanagement par l'État, versus l'économie de marché. On en revient là quand on dit c'est l'État qui va faire, ne vous inquiétez pas, on va gérer tout ça. Alors non, vous savez bien d'abord, on voit bien que le micromanagement... On voit bien que les entreprises font beaucoup aussi. Ouais. Alors je vais y venir, mais on voit bien que le micromanagement par l'État, c'est compliqué parce qu'il y a des tas de choses qui ratent. Enfin, je veux dire, ma prime rénov', c'est quand même un truc super compliqué. Et le gel de la prime rénov', sur ce coup-là, effectivement, on a aussi un problème de qu'est-ce qu'on fait si on arrête cette politique-là pour 2 ans, puis on la redémarre dans 3 ans. Le stop and go, c'est super compliqué, mais on en est quand même là. Pourquoi ? Parce que l'État, malgré que la France est quand même assez en avant dans sa culture de l'évaluation des politiques publiques, on a quand même eu des tas de politiques publiques climatiques qui ont été assez dingues. Enfin, je veux dire, le leasing social de la voiture électrique l'année dernière, des prix de rachat de l'électricité solaire il y a 15 ans qu'on paye encore aujourd'hui. Enfin, il s'est passé quand même des trucs assez fous et l'État n'est pas capable de micromanager. Et donc, en fait, voilà, vous savez bien que le discours des économistes, extrêmement majoritairement, basé sur des faits scientifiques, dire la bonne façon pour modifier, pour adapter notre démocratie libérale aux défis climatiques, c'est une taxe carbone. Alors, c'est vrai qu'on me dit la taxe carbone, c'est inacceptable socialement, mais regardez toutes les autres politiques. Enfin, quand on me dit il y a 5 ans, quand j'écris mon premier livre sur le changement climatique, sur la politique climatique, ah non, la taxe carbone, ça ne va pas parce que c'est inacceptable. Non, en fait, ce n'est pas l'instrument taxe carbone qui était refusé il y a 5 ans. C'est l'idée de faire des sacrifices. L'idée que les consommateurs et les entreprises doivent faire des sacrifices, c'est massivement refusé et c'est ça qui a été posé comme problème au moment du mouvement des Gilets jaunes. Donc, en fait, il faut revenir au fondamental. Il faut avoir de la pédagogie, empêcher les fake news, constater qu'il y a des dénis qu'il faut affronter au niveau du peuple, expliquer que acheter des produits plus chers mais plus vertueux écologiquement, ça vaut le coup, mais ce n'est pas en appelant à la morale individuelle qu'on va y arriver. On sait bien que l'homme neuf, ça n'existe pas et les désastres économiques du XXe siècle en ont bien montré. La solution, c'est une taxation du carbone uniforme, sans exemption. Ça réduit la problématique critique aujourd'hui pour les entreprises de cette extraordinaire incertitude réglementaire sur le changement climatique dans les prochaines années. On le voit bien aux États-Unis, Ørsted, etc. Donc il faut aujourd'hui il faut clarifier la politique climatique. Et la bonne façon de le faire, c'est une taxe carbone, c'est transparent, c'est efficace. Et c'est juste si on utilise le revenu fiscal pour compenser, voire surcompenser les ménages les plus modestes. Et en plus, il faut des ajustements carbone aux frontières, mais ça c'est un autre sujet. Et ça, c'est une autre question, mais qui se rejoint. Vous dites on ne peut pas tout attendre de l'État, effectivement, et l'État ne doit pas faire du micromanagement. Vous, Guillaume Bory, vous m'avez dit que vous aviez aussi besoin des pouvoirs publics pour avancer dans votre transformation, dans votre transition. Est-ce que la relation que vous avez avec eux, elle est fluide et elle est constructive? Et est-ce que les décisions
politiques, fiscales qui sont prises. Elles vous accompagnent véritablement dans cette transformation. Et face à la situation politique que l'on connaît aujourd'hui, actuelle, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir ? Alors, on est sur un sujet quand même de long terme, donc on va éviter de parler des 10 prochains jours et se concentrer sur le fait que c'est évident que si on veut s'attaquer de façon ambitieuse à ce qui peut être fait pour adapter l'ensemble de nos territoires à la réalité qu'est le changement climatique, ça doit se faire main dans la main entre tous les acteurs. Il n'y a pas un acteur tout seul qui va pouvoir régler le sujet. Donc c'est à la fois une question de politique publique et c'est une question d'action sur le terrain. Et cette action sur le terrain, elle est portée par les entreprises, par les particuliers, par tous ceux qui peuvent les accompagner. Et ça, c'est le cœur, aujourd'hui, de la bataille qu'il nous faut mener. Est-ce que ce dialogue se déroule bien ? Il pourrait sans doute être de meilleure qualité à bien des endroits. Le sujet, surtout, c'est de tenir un cap clair. Et ensuite, d'avoir un minimum de constance dans l'action qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et ça exige effectivement qu'il y ait un minimum de planification. Donc c'est certain qu'à cet égard, l'instabilité gouvernementale qu'on connaît depuis maintenant plus de 18 mois, elle n'aide absolument pas à avoir une stratégie de planification sur laquelle on peut avancer dans la durée. Et ça a été dit sur la politique énergétique, on peut dire exactement la même chose sur la stratégie d'aménagement du territoire, sur laquelle il y a quasiment plus de progrès depuis 18 mois. Donc c'est un sujet absolument central. Tous les chefs d'entreprise ont besoin de voir clair sur ces sujets pour pouvoir programmer les investissements nécessaires et adapter l'outil de production à la réalité et à ce qui va effectivement être fait dans chacun des territoires. Donc ça, c'est une bataille sur laquelle on ne peut qu'appeler à ce qu'on retrouve d'une façon ou d'une autre une stabilité pour pouvoir se programmer sur le temps long. Ça m'amène à dire aussi que le rôle des élus locaux reste absolument central. Et à cet égard, j'en appelle à nous tous dans cette salle parce que chacun de vous, vous êtes un chef d'entreprise dans un territoire et beaucoup de choses peuvent être faites à cette échelle-là aussi. Et c'est exactement ce qu'en tant qu'assureur, on essaye de faire grâce à nos agents généraux qui sont 3000 personnes partout sur le territoire qui connaissent parfaitement à la fois leurs clients chefs d'entreprise, on assure une entreprise sur 3 en France, une entreprise sur 3 et leur territoire. Et donc beaucoup de choses peuvent être faites localement et c'est pour ça que quelle que soit l'instabilité qui nous entoure, je reste résolument optimiste parce que si on se met tous à bouger déjà là où nous sommes, on a les moyens de commencer à faire changer les choses maintenant. Catherine McGregor, vous nous parliez tout à l'heure de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui n'avançait pas. Est-ce que vous attendez, et qu'est-ce que vous attendez du politique et compte tenu de la situation gouvernementale instable, est-ce que vous êtes inquiète pour votre vision stratégique? Oui, voilà. Et effectivement, stabilité et constance, parfois je suis étonnée de voir à quel point nos politiques parfois n'ont pas complètement conscience de quel avantage concurrentiel cela peut représenter dans le monde où on vit. Le pays qui arrive à offrir aux entreprises et aux investisseurs stabilité, constance et visibilité est un pays qui va gagner. Ça, c'est indéniable. Et le deuxième point, et là, pardon, je vais vraiment répéter ce que vous disiez, Guillaume, c'est qu'effectivement, en tout cas dans l'énergie, la transition énergétique, elle passe par un cap clair, des objectifs nationaux, et on n'a pas besoin de savoir si c'est 18 ou 15, on s'en fout en fait, c'est directionnel. Long terme, on ne change pas tout le temps, et après, une mise en œuvre très locale, avec beaucoup de liberté de choix, à la fois sur l'emplacement, le type de technologie, le biométhane, l'éolien, laissé aux élus locaux. Et c'est cette combinaison, et c'est ce qu'on fait dans les entreprises tout le temps. Hein. Qu'est-ce qu'on garde centralement, qu'est-ce qu'on décentralise, c'est le nerf de la guerre quand on est chef d'entreprise. L'État doit arriver à trouver un meilleur équilibre. Et si on fait ça, on va arriver à faire cette transition énergétique. J'en suis absolument convaincue. Est-ce que vous avez les moyens de votre ambition pour verdir justement votre
votre modèle, Alexandre Bompard. Est-ce qu'aujourd'hui, le cadre financier, légal, il vous convient? Est-ce que Carrefour est suffisamment accompagné dans sa transformation? Et est-ce que la situation politique change la donne, vous oblige ou pas à revoir votre stratégie? On va continuer à partir du consommateur. Qu'est-ce qui est le pire pour un consommateur? L'incertitude. Au moment de ses décisions d'investissement, de consommation quotidienne. Or, le consommateur français, qu'est-ce qu'il vit depuis le mois de juillet de l'année dernière? Il se réveille le matin, il allume sa radio, il lit ses journaux, il entend crise politique, nouvel impôt pour les riches ou nouvel impôt tout court, c'est la même chose. Il entend nouvel impôt, il entend nouvelle instabilité, il entend nouveau gouvernement. Dans un pays où son moral, parce qu'on est un pays très particulier, l'État est très central, l'État est très important pour nous. Notre moral, il est indicé sur le fonctionnement de l'État. Dans un pays dans lequel c'est très central. Il y a des pays, c'est plus secondaire. En Italie, ils savent que c'est moins important. Chez nous, c'est très important. Et donc, ils vivent avec cette incertitude-là. Donc, plus il y a d'incertitude, comme c'est le cas aujourd'hui, la nouvelle incertitude créée ces derniers jours, évidemment, en est une illustration, plus le risque que l'impact économique soit fort, que je retarde ma décision de consommation. Et au fond, alors qu'on a des éléments qui montraient que la consommation repartait un peu, seule la consommation tient en ce moment la croissance française. Hein. Seule la consommation tient la croissance. On a recréé un risque récessif. Et si jamais l'esprit de responsabilité ne prédomine pas dans les prochains jours, et j'ai un peu peur, sans être exagérément pessimiste, que l'esprit de responsabilité soit pas le plus répandu en ce moment, plus c'est fort. Et donc, l'appel qu'on a au pouvoir public, qui est un appel avec beaucoup de modestie, moi j'ai beaucoup de modestie pour ceux qui dirigent l'État. C'est incroyablement difficile de diriger notre pays. On est fait plein de contradictions. On a plein d'avantages acquis, les uns et les autres, entreprises incluses. C'est incroyablement difficile, mais l'esprit de responsabilité doit être là tous les jours. Et nous, comme chefs d'entreprise, ce dont on a besoin en permanence, c'est en effet de cette stabilité. L'inconstance, c'est ce qu'il y a de pire. Nous, on a un sujet panneau photovoltaïque dont vous avez dû entendre parler. On a changé 5 fois la règle. Au départ, c'était de l'autoconsommation. Maintenant, c'est de la revente. Les tarifs ont changé. On devait installer, on ne doit plus installer. Ça a changé 4 fois. C'est dramatique. Et l'impuissance de l'action publique est un énorme sujet également. Et l'impuissance de l'action publique, elle se manifeste de plein de manières. C'est très difficile de faire comprendre aujourd'hui. Moi, je préside la Fédération du commerce et de la distribution. Il y a 50 000 emplois qui ont été supprimés dans la dernière année dans ce secteur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé? Shine, Temu. 200 millions de colis qui arrivent chaque année, 600 avions qui arrivent chaque soir en Europe. 95% d'entre eux, des colis, sont illégaux, ne respectent aucune réglementation, 55% ont un problème de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait en termes d'action publique contre ça? Ben, en réalité, rien. Est-ce qu'on a mobilisé l'ensemble des moyens de contrôle pour ça? Non. Est-ce que la DGCCRF, est-ce que les autorités sanitaires travaillent là-dessus? Non. Et donc ça, c'est un élément d'impuissance publique. Les sujets d'impuissance publique, il faut absolument qu'on arrive à y mettre un terme parce que ça convainc les acteurs économiques que l'incertitude est là et que ça ne va pas s'améliorer. Je voudrais juste, pour finir, rassurer la présidente du WWF, la génération qui est aujourd'hui aux manettes des entreprises dites de grande taille et des entreprises de plus petite taille. Ce sont une génération qui sait qu'il faut concilier les objectifs de création de valeur économique et les objectifs de préservation de l'environnement. Je vous assure que c'est une certitude. Ça n'est pas facile, ça demande des efforts, mais toute l'épreuve est un contraire. Merci pour ces mots. Tous. On peut remercier Brigitte Boucher et ses invités, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, messieurs. Merci, très chère Brigitte, pour ce moment